Il y a une certaine élite financière qui n'a pas forcément envie que toute la masse utile s'éduque sur ces notions-là. Dans tous les cas, le Bitcoin va forcément prendre en valeur. Si on est patient, qu'on travaille dur, on arrive souvent à ses objectifs. Comment tu t'as découvert ce monde du trading? Tu t'es formé dessus? Déjà par mes études, parce que j'avais des cours de finance et d'économie, mais surtout le trading même, je me suis formé en fait avec Internet, des interviews de ce type-là. En fait, on tradait le Dow Jones tous les jours. Ça m'a formé petit à petit. Comment tu fais pour repérer une bonne opportunité? C'est-à-dire que... Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Smart Talks, le podcast des investisseurs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Arnaud Després. Arnaud qui est donc investisseur, entrepreneur, qui est en train de révolutionner l'approche aux technologies Web3 sur Genève. Arnaud, comment vas-tu? Bonjour Kevin, alors déjà merci de m'accueillir ici. Je vais très bien. Et toi? Eh ben moi je vais très très bien. On a le plaisir de t'accueillir grâce à une personne qui nous a recommandé, donc qui t'a recommandé. Et donc aujourd'hui c'est un honneur de pouvoir t'avoir là. En plus on a fait un bon resto juste avant. J'espère que tu te sens bien. Oui, je me sens très bien. J'ai évité de trop manger parce qu'après la gestion aurait été difficile. J'avoue, et t'as bien fait pour le coup. Trop bien. Eh ben écoute Arnaud, moi je vais rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et après on commencera les questions. Est-ce que ça te va? Oui, très bien. Et puis merci pour la recommandation à la personne qui l'a faite du coup. Très bien, magnifique. Arnaud, donc tu es un entrepreneur visionnaire dans le monde de la tech avec un parcours façonné par l'expérimentation, l'agilité et la résilience. Tu es cofondateur donc d'un incubateur Startup Studio basé en Suisse, spécialisé dans tout ce qui est IA, blockchain, métaverse et réalité augmentée. Donc un peu toujours dans ce monde futuriste. Tu as développé des solutions concrètes de métaverse éducatif et professionnel en collaborant avec des universités et entreprises à Genève. Et tu pilotes aujourd'hui la création d'un hub physique de 80 000 m² à Nice. Tu nous en as parlé, on va en parler un peu plus tout à l'heure. Pensé comme un tiers-lieu d'innovation pour startups et artistes. Tu es aussi investisseur lucide qui prône une approche élargie de la crypto, croisée avec les marchés traditionnels et les vraies opportunités liées à l'IA. Aujourd'hui, on va plonger dans ta vision du Web3, ton mindset de builder et les coulisses de ta stratégie pour faire bouger l'innovation en Europe. Arnaud, bienvenue dans Smart Talks. Merci. Arnaud, tu as été pionnier en intégrant une solution métaverse au sein de l'Université de Genève. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu cette idée, quels ont été les défis, les succès que tu as rencontrés lors de l'implémentation de ce projet innovant? Alors, c'était pas à l'Université de Genève simplement. On a travaillé aussi avec d'autres écoles, mais on avait commencé par une école de langue, en fait, Ok. qui donnait des cours pour les gens qui ont besoin d'être nationalisés en Suisse, parce qu'on est obligé de parler une des 3 langues nationales. Et donc, on travaillait avec une dame qui donnait ses cours de langue, en fait. Ce qui s'est passé pendant le Covid, les cours étaient beaucoup moins faciles à faire, du coup, puisque les gens prenaient du coup des cours en ligne. Et ce qui se passe, c'est quand on prend un cours en ligne, en fait, nos capacités cognitives sont pas stimulées au maximum. Donc, on a eu l'idée de créer les scénarios de cette école de langue dans un espace de réalité augmentée où le professeur pouvait se rendre avec les élèves. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était un réel cas d'usage, puisque les gens apprenaient mieux. On a eu des très bons résultats. Et ça a même dérivé en fait sur le fait que des enfants, par exemple autistes ou des personnes avec des traumatismes, arrivaient à apprendre beaucoup mieux dans ce genre d'environnement. Ok, incroyable. Comment on fait pour fonctionner d'ailleurs par rapport à ça? Comment ça fonctionne réellement? Alors simplement on peut le faire avec un casque de réalité augmentée ou avec un ordinateur. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des scénarios, donc on a fait de la modélisation. On a repris le livre de cours que les professeurs utilisaient. Ok. Et après, on a formé les professeurs. Ok, incroyable. Donc chaque personne doit avoir en fait son casque mis à disposition pour pouvoir être complètement en immersion dans ce monde Alors, virtuel. on l'a fait sans forcément avoir l'obligation d'avoir le casque, parce qu'on trouvait que c'était plus une contrainte qu'autre chose. Donc, la réalité augmentée, enfin, on peut avoir un modèle 3D sur un écran d'ordinateur. C'est vraiment l'idée que la capacité cognitive soit stimulée. On n'est pas obligé d'avoir le casque, mais Ok. évidemment que la réalité augmentée peut être plus poussée avec un casque. Avant de parler d'IA, enfin de métaverse, de tout ce monde qui, moi, me passionne en plus, j'adore ça, tout ce qui est réalité augmentée. J'en ai testé pas mal d'ailleurs dernièrement dans un salon D'accord? où je vois vraiment à quel point ça peut aller très très loin. Il y a des personnes qui s'imaginent même pas aujourd'hui aussi l'usage qu'on peut avoir. Beaucoup s'imaginent un peu, tu sais, les jeux vidéo, etc. Mhm. On est toujours dans dès qu'on pense casque virtuel, on pense jeux vidéo direct. Alors qu'on utilise beaucoup même dans le monde du travail, beaucoup d'entreprises innovent ça. Je veux revenir un petit peu sur ton parcours, sur toi, tes débuts. Tu as commencé à t'intéresser à la crypto, à la blockchain, tout ça, très très jeune.
Je crois que c'était en 2011, si je dis pas de bêtises. Exactement. Comment t'es arrivé dans ce monde-là? Comment t'es arrivé dans ce milieu? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à tout ça? Alors, déjà, j'ai toujours été intéressé par la géopolitique et l'histoire. J'ai fait des études en affaires internationales et en fait, les milieux des blockchains et des cryptos, en fait, c'est de la néofinance et c'est aussi très très lié à la géopolitique, très corrélé à tout ça. Dans ce cadre-là, justement, j'ai aussi la chance d'avoir pu grandir je suis né à la frontière suisse, mais surtout de grandir à Genève. Et en fait, Genève a très tôt été un hub de la crypto-monnaie, comme la Suisse. D'ailleurs, dans tout court, la plupart des fondations blockchain sont en Suisse, en Suisse alémanique du côté de Zug. Mais Genève a très vite, très très vite, eu aussi ses premières boîtes qui ont été pionnières dans ce domaine-là. Et surtout, on avait très tôt les premiers ATM pour retirer de la crypto. Incroyable. Et en fait, c'est une histoire, c'est plus une anecdote qu'autre chose, mais en fait, c'est un ami à moi qui me devait la somme de 100 francs suisses et il me les a rendus avec un ticket de Bitcoin. Ok. Et donc, c'est la première fois que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au Bitcoin, c'était en 2011. Et pour la petite histoire, je sais plus exactement combien il y avait sur le ticket en Bitcoin exactement. Il faudrait que je retrouve. J'ai plus la date exacte à vrai dire, mais je pense qu'il y avait au moins une vingtaine de Bitcoin dessus et les frais étaient très élevés dans les ATM, donc j'ai changé une vingtaine de Bitcoin pour 80 francs suisses. Incroyable. Presque l'équivalent au final. Enfin, t'as perdu quoi? 20 balles dans l'histoire? 20 francs suisses dans J'ai l'histoire? perdu 20 francs suisses dans 20 francs l'histoire suisses dans l'histoire. et j'ai perdu 20 Bitcoins. T'as perdu 20 bitcoins. C'est dingue quand on y pense. Après, c'était impossible à prédire à l'époque. Oui. Jamais tu n'aurais imaginé que on puisse arriver à ça, en fait, finalement. Bah alors, au début, évidemment, on est toujours sceptique quand on découvre quelque chose. Et puis, je me souviens que même au niveau du prix, j'aurais jamais pu imaginer au tout départ que le prix de cet actif pouvait être aussi élevé. Mais après, quand j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, j'ai compris très vite le potentiel de ces technologies. Et après, j'ai des amis à moi qui ont monté une boîte qui s'appelle Crypto Conseil avec laquelle j'avais acheté leur cold wallet. Et ça, c'est la deuxième petite histoire, c'est qu'en fait, j'ai acheté le cold wallet et j'étais étudiant. Et j'ai eu des soucis d'argent le même été. Et en fait, j'ai acheté le cold wallet sans acheter la crypto. Voilà. Incroyable. Donc, En général, c'est l'inverse qui se passe. Toi, c'est tout l'inverse. Donc, tu as acheté le portefeuille pour te sécuriser. Mais exactement. tu étais conscient de ce que c'était un cold wallet à cette époque-là? C'est quelque chose qui te parlait? Tu savais ce que tu faisais encore ou tu découvrais encore? Alors, j'ai découvert en l'achetant, justement, puisque j'avais commencé à m'y intéresser. J'avais déjà compris le système de clés privées, clés publiques. Il faut savoir que, justement, il y avait déjà des paper wallets, mais c'était pas le moyen le plus sécurisé, justement, de détenir des cryptoactifs. Et après, oui, j'ai très vite compris ce que c'était et à quoi ça servait. Incroyable, trop bien. Donc, tu achètes ton wallet, tu n'achètes pas de Bitcoin, et après, qu'est-ce qui se passe du coup? Voilà, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'après, je commence vraiment à m'intéresser de plus en plus, parce que je me suis rendu compte des opportunités que j'avais manquées. Donc après, il y a eu Ethereum qui arrivait aussi, plus des autres blockchains qui ont commencé à se développer. Ouais. La chose étant, c'est que quand on est jeune et qu'on fait beaucoup de choses en même temps, j'étais aussi en études. Mais à ce moment-là, ce qui est important de dire, c'est que j'ai commencé aussi à me former au trading et à l'investissement, mais classique, en parallèle de ça. Donc pas seulement sur les cryptoactifs. Ok. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande à toute personne qui veut s'intéresser aux cryptoactifs, c'est de commencer par la finance traditionnelle. Comprendre qu'est-ce que Ok. c'est un marché, l'offre, la demande, et avoir aussi des notions justement de géopolitique, d'économie et surtout du coup de finance. Très bien. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu recommandes ça? C'est quoi? Va un peu au bout de ta pensée, parce que D'accord. ce que tu dis, c'est très intéressant, et moi, je partage exactement la même chose que toi. Parce qu'avant de s'intéresser aux crypto directement, finalement, le crypto fait partie d'un monde dans lequel on est. C'est pas quelque chose qui est sur Mars, tu vois, c'est sur la planète Terre. Et forcément, si tu t'intéresses pas au monde dans lequel tu vis, et les mots, déjà, le marché, les marchés financiers, je pense que ça fait un peu bizarre, quoi. C'est comme si quelqu'un, il commence à s'intéresser aux pièces d'une voiture, sans même connaître déjà la voiture dans son ensemble, tu vois. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, le marché des crypto-assets, ça reste malgré tout de la néofinance. Mm. Évidemment qu'il y a l'idée de la décentralisation, lancée par le Bitcoin, du peer-to-peer cash system, mais très vite, on s'est rendu compte, en fait, que les acteurs qui étaient aux commandes, même derrière les blockchains, c'était des acteurs financiers. Donc, il y a très vite eu justement des fonds d'investissement, des banques, et qui ne l'ont pas assumé directement. Ça, c'est assez intéressant aussi, parce qu'on voit justement quand l'argent qui a été injecté dans les fondations à Zug au début des premières blockchains, il venait justement en réalité de banques ou d'acteurs du Forex, notamment, petit fun fact, la réserve de valeur première qui était adossée dans les économies blockchain, en fait, c'était du yen japonais. Ah ouais?
Et ouais, il y a énormément de yens japonais qui a été injecté justement pour fonder les fondations des blockchains. Incroyable. Et donc, pour revenir à ta question de base, en fait, il faut comprendre que la finance, c'est un marché énorme. Le Forex, comparé à la taille du marché de la crypto, c'est comparé, je sais pas moi, c'est une aiguille dans une botte de foin en fait, la crypto dans le marché de la finance. Une piscine dans un océan, quoi. Voilà, exactement, exactement. Donc c'était important pour moi de déjà comprendre quels étaient les mécanismes financiers. En plus, à Genève, c'est aussi le berceau de la finance traditionnelle. Hein. C'est une place forte où on trouve tous les banquiers privés. On parle des banquiers, que les banquiers suisses sont les meilleurs au monde et qui vont justement former les autres banquiers un peu partout. Et ces degrés de comprendre qu'est-ce que c'est le marché de la Forex, comment ça marche des actions, parce qu'au final, un crypto-asset va avoir potentiellement le même fonctionnement qu'une action, comprendre quels sont les produits dérivés, et surtout comment on va pouvoir les trader. Et donc, que ce soit en achetant sur un marché spot, ou alors en allant justement faire des dérivés, du futurs, des choses un peu plus dangereuses. Ce que je déconseille d'ailleurs aux gens s'ils n'ont pas déjà une formation, parce que les gens souvent se lancent sur les plateformes sans éducation et ils vont directement mettre du levier ou faire des choses très très risquées et ça va vite de perdre son capital. Je pense qu'on a tous subi un peu ce genre de choses. Je pense qu'on s'est tous fait rect, même les meilleurs. Ça arrive à tout le monde. T'es obligé, c'est un petit peu comment on dit, c'est le bizutage dès que ça arrive dans le monde un peu. Exactement. En fait, c'est marrant, tu parles de ça, on dit toujours aux gens de faire attention, malheureusement, en fait, tant que je pense que tu n'as pas fait l'erreur une fois, tu comprends pas. Je pense qu'il faut apprendre à tomber pour se relever. Hein. Ouais, c'est carrément. Comme quand on est enfant. Carrément. Parce que pour ceux qui connaissent pas, donc en fait, tout ce qui est futur, concrètement, c'est faire du trading avec un effet de levier. C'est-à-dire que je donne un exemple pour que les gens comprennent, ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, tu trades avec 1000 euros, tu mets un effet de levier 10, c'est comme si tu avais fictivement 10 000 euros. Donc en fait, tu es 10 fois plus exposé, tant au risque qu'à la perte. Donc si tu fais 1% de bénéfices réels, tu as 10% en réalité, du coup, toi, sur ton back-office, quoi. Mais pareil, à la perte, tu as moins de 10 si jamais tu descends de 1%. Donc, ça peut aller très, très vite, en fait. Exactement, ça peut aller très, très vite. Et puis surtout, les plateformes, maintenant, c'est un peu plus régulé parce qu'il y a la loi qui est arrivée aussi. Et puis, on a déjà, par exemple, en France, on n'a pas le droit, justement, de faire du leverage sur toutes les plateformes, déjà. Mais puis surtout, au départ, sur les premières plateformes, il y avait vraiment des leviers qui étaient très important. Surtout pour un marché qui est très volatile. On allait jusqu'à 150 ? Ouais, 125, 150, ouais. 150, et puis sur des marchés qui étaient justement en pleine construction, donc avec une volatilité énorme. Ouais. Et donc, c'est extrêmement risqué. C'est du casino, hein, limite, hein, franchement. Presque du gambling, ouais. Je vois pas comment tu pourrais faire. T'as déjà fait de. Toi qui D'ailleurs, tu nous as parlé de trading, on va revenir dessus. Comment tu t'as découvert ce monde du trading ? Tu t'es formé dessus ? Comment ça s'est fait finalement, naturellement? Tu as été emporté par ça parce que c'était une passion? Alors, ouais, déjà par mes études, parce que j'avais des cours de finance et d'économie, mais surtout le trading même, je me suis formé en fait avec Internet, avec YouTube, parce que je regardais pas mal de vidéos justement sur la géopolitique, sur l'économie, des interviews de ce type-là, et j'ai rejoint la première, j'ai pas fait une école, mais ça s'appelle Interactive Trading. En fait, c'est une communauté de traders français qui est assez réputée, assez connue. Et j'ai commencé du coup à me former avec eux sur leur plateforme et à surtout beaucoup discuter, beaucoup échanger avec des gens qui avaient de l'expérience. Et je suis tombé sur un petit groupe sur Telegram d'un monsieur qui avait créé sa propre méthode de trading basée sur celle d'Interactive Trading. Et en fait, on tradait le Dow Jones tous les jours et ça m'a formé petit à petit. On était une bonne petite communauté, on s'est entraidés et de fil en aiguille évidemment on apprend. Ouais, incroyable, ça c'est ouf, hein. Donc tu t'as vraiment appris sur le tas. Au début, quand même, tu t'es formé en fait, mine de rien, parce que tu t'es pas non plus lancé à l'aveugle. On t'a donné les outils, après tu as persévéré avec des personnes qui étaient aussi motivées et qui avaient aussi, j'imagine, des comment dire, pas des mauvaises pensées derrière, parce que c'était vraiment un groupe d'entraide finalement, c'est ça? C'est ça, exactement. C'était vraiment un groupe d'entraide. Le but, c'était de se tirer vers le haut. Il y a quand même le mentor, entre guillemets, c'est lui qui partageait le plus de positions et qui avait vraiment une méthode qui était très, très affûtée. Bien sûr. Mais oui, c'était un groupe d'entraide, exactement. On se partageait aussi des opportunités, etc. C'est quoi les fausses croyances dans le trading, vu qu'on en parle, avant de dériver sur autre chose? Parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui de personnes qui nous regardent, déjà qui mélangent trading et crypto ou bourse trading. En fait, tu as l'impression quand tu dis le mot bourse ou tu dis le mot trading, pardon, le mot bourse ou le mot crypto, excusez-moi, les gens pensent directement à trading. Mais
Quelle est la différence entre les deux concrètement? Est-ce que tu peux un peu plus aiguiller les gens là-dessus? En fait, le trading, ça va être la manière d'opérer sur un marché. Donc, le trading, c'est la méthodologie. Et c'est là-dessus que, justement, quand on apprend à trader, on apprend à faire des échanges. C'est un mot en anglais, hein, tout simplement. Ça veut C'est dire ça. échanger, en fait. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je parlais avant de l'offre et de la demande, de connaître qu'est-ce que c'est un marché. Et puis, surtout, comprendre que quand on trade, justement, il y a d'autres traders en face de nous. Et il y a des brokers qui prennent des contreparties. Et donc, il y a toute une terminologie associé au trading qu'il faut absolument appréhender. Et après, on va aller chercher des classes d'actifs. Donc notamment, ça peut être les actions, donc tu as la bourse, ou le marché des crypto-monnaies, ou même, comme je disais avant, le Dow Jones, donc qui est l'indice américain qui regroupe les entreprises, les grosses entreprises américaines. Et en fait, il y a une multitude de marchés qu'on peut trader. Pour donner un autre exemple, pour finir sur la définition du mot trading, on peut aussi trader en physique, c'est-à-dire pas forcément sur des plateformes, parce que justement les gens s'imaginent qu'il n'y a que des plateformes, mais en fait un trader peut aussi vendre de l'or, ça reste du trading. Le but du trading, c'est de faire une plus-value sur une transaction marchande. C'est ça, c'est de l'échange en fait. C'est de l'échange. Dès que tu fais un achat, une revente, tu as fait du trading. Exactement. C'est ça. Ok, très bien. Revenons un petit peu sur ton parcours qui est quand même très intéressant, qui est aussi atypique. Tu sors un peu des sentiers battus. Qui es-tu? Donc, retrace-nous un petit peu ton histoire. Concrètement, comment tu es arrivé dans ce monde aujourd'hui de l'entrepreneuriat? Tu es un passionné de l'IA, de l'innovation, des Web3, de la blockchain. Comment tu es arrivé à là et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement? Alors, je dirais déjà que c'est par curiosité. Ouais. Et je vais faire mon petit pitch de présentation que j'ai l'habitude de faire. Il n'est pas long. Allez. Comme ça, au moins, il y a le background. Donc, je m'appelle Arnaud Després, j'ai 28 ans. J'ai toujours été passionné justement d'histoire et de géopolitique, toujours très curieux, beaucoup aimé lire. J'ai commencé justement quand la première fois que j'avais eu ce fameux Bitcoin, j'avais 14 ans, 15 ans. J'allais avoir 15 ans, exactement. C'est dingue. Hein. Après, j'ai fait des études en affaires internationales. Et tout ça, ça m'a permis justement de très vite côtoyer dans l'écosystème genevois pas mal de gens. Et par curiosité, je me suis penché justement sur d'abord la blockchain, en parallèle de mes études. Après, justement sur toutes les nouvelles technologies de manière plus générale. Et en fait, quand je suis rentré, j'avais fini mes études en septembre 2020, quand je suis rentré de Budapest. J'étais un an là-bas, juste après, que j'étais confiné là-bas. En fait, je me suis volontairement confiné là-bas. J'étais mieux qu'en France ou qu'en Suisse. Et quand je suis rentré, justement, j'ai décidé. J'avais plusieurs options. Soit je pouvais faire du conseil en innovation ou travailler en banque. Et j'ai décidé en fait, avec mon associé, on a décidé de monter notre projet qui s'appelle Agartha. Et quand on a monté ce projet, on a commencé par faire justement une formation. Donc on est en plein dans ta thématique. Ouais. Une formation qui allait de la finance traditionnelle jusque dans la finance décentralisée. Et cette formation, on l'a créée pour des gens qui nous entouraient, qui étaient souvent plus âgés que nous. Enfin, des plus jeunes ou des plus âgés, hein. Mais surtout, comme il y a beaucoup de banquiers à Genève, il y avait beaucoup d'évangélisation à faire autour de ces nouvelles technologies. Là, je parle plutôt de la blockchain. Mais après, on s'est rendu compte, c'était la période aussi, il y avait la folie justement de ce qu'on appelle les launchpads. Et je me suis rendu compte, enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment, c'était fou en fait d'arriver à fonder. Donc, je peux parler en termes d'argent, hein, de vraiment de rapporter la liquidité à un projet en quelques secondes simplement avec un paper, avec un simple document de présentation, un petit peu de marketing. On voyait des projets qui levaient plusieurs millions. Donc là-dessus, l'approche, c'est que justement, il n'y avait pas de cadre de projet. Donc c'était des projets un peu Ponzi, un peu scammy la plupart du temps. Et d'ailleurs, ça a vachement décrédibilisé l'écosystème. Et ce qu'on a décidé de faire avec mon associé, c'est de brider ce modèle-là avec justement un modèle d'incubateur classique. C'est-à-dire aider les gens à structurer leurs projets, créer des process pour les accompagner. Donc pas seulement aller chercher de la liquidité sur un marché en pleine construction, mais apporter de la valeur. Et notre positionnement, justement, il a toujours été de faire du cas d'usage. Donc d'utiliser les nouvelles technologies pour ramener dans le monde réel des projets concrets. Okay. Créer des projets concrets. Ok, trop intéressant. Aujourd'hui, c'en est où, justement? Vous êtes à quelle étape de ce process? Alors, on a fait une énorme phase de ce que j'ai appelé une bêta ou une alpha, comme vous voulez. Enfin, d'abord une bêta et puis après une alpha, peut-être. Parce qu'en fait, quand on travaille dans une nouvelle technologie, tout évolue très vite. C'est aussi dangereux, justement, de foncer droit dans le mur. Donc, on a voulu appréhender notre marché. On a commencé avec les cas d'usage dont tu as cité tout à l'heure. Bon, le premier projet qu'on a accompagné, justement, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que c'était justement des algorithmes
qui maintenant sont des intelligences artificielles, donc des agents autonomes de trading sur le marché de la crypto-monnaie. Okay. Donc on avait automatisé ces process. Puis petit à petit, de fil en aiguille, on s'est intéressé justement à la réalité augmentée, on s'est intéressé à plein de thématiques différentes. Et dans ce cheminement-là, on est arrivé à partir en janvier 2023. Donc déjà, on avait fait un gros travail de recherche, d'études de marché, à partir au CES à Las Vegas. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Consumer Electronics Show. Et donc on est parti avec la délégation de SwissTech là-bas pour présenter notre projet. Et présenter notre projet, donc la volonté justement d'utiliser une nouvelle technologie pour développer des projets. Okay. Et après ça, de fil en aiguille, on a travaillé nos process. Maintenant, on a 14 étapes pour aider quelqu'un à passer de son idée jusqu'au premier financement. Et on a bridgé ce modèle-là parce que, mine de rien, on a pris beaucoup de risques en fait, à accompagner des porteurs de projets parce que, évidemment, tout le monde ne réussit pas. Et le risque, il était aussi pour nous. Et il y a quelque chose qui est très difficile quand on monte un projet, c'est souvent justement l'ego des fondateurs, avoir le temps, l'argent. Et tout ça cumulé a fait qu'on a pris beaucoup d'expérience dans nos processus et on a bridgé. On a fait justement, on a ouvert une autre offre, pas seulement faire de la start-up, mais faire aussi justement du conseil en innovation. Cette fois-ci pour des moyennes et grosses entreprises. Okay. Et ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'en fait, d'un côté, on a des jeunes ou des moins jeunes, pareil, mais qui ont des idées, mais pas de structure et pas d'argent. Et de l'autre côté, on a des moyennes et grosses entreprises qui ont la structure et l'argent, mais qui ont besoin d'innovation et de rajeunir leur clientèle. Incroyable. C'est vraiment intéressant parce que tu vas directement dans un monde qui est quand même... Aujourd'hui, ça semble assez évident quand tu parles d'argent autonome, etc. Toi, tu as commencé à développer ça fait déjà quoi, 3 ans, 4 ans ouais. C'est quand même dingue quand on y pense. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est quoi ta pensée et comment tu vois les choses? Et tu te dis, voilà, tu as été visionnaire, un peu futuriste là-dessus. Aujourd'hui, tu es quand même sur un stade qui est assez avancé. Tu développes des agents autonomes, c'est quand même dingue d'y avoir pensé. Comment ça t'est venu l'idée en fait au tout début? Alors justement sur le fait que j'ai beaucoup étudié aussi le modèle des grosses entreprises américaines, okay. Notamment via Y Combinator et des incubateurs en série m'ont beaucoup inspiré, c'est évident, okay. Parce que quand j'ai étudié mon marché, je suis allé me référer au plus gros. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les entreprises qui étaient devenues quasiment des licornes avaient un point commun, c'est qu'elles traitaient de la data. Okay. Et qu'on était dans un monde où la data était de plus en plus importante. Et quand on parle en fait de blockchain, d'intelligence artificielle ou de réalité augmentée, en fait, on parle de data. C'est un moyen de traiter et d'optimiser la data. Et dans toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grosses, en fait, il y a de plus en plus de data, de données. Quand je parle des 14 étapes du process, en fait, c'est les pôles d'une entreprise. Et dans ces pôles, il y a énormément de data. Plus l'entreprise est grosse, plus elle va avoir des serveurs, plus elle va avoir de data à traiter. Et là-dessus, évidemment qu'il y a une problématique quelque part, c'est que justement, c'est des géants de la tech américaine qui concentraient la majorité de la data. Bon, évidemment, pas que eux, parce qu'après, il y a d'autres modèles, notamment en Chine, etc. Mais l'idée, c'est qu'en fait, la data, c'est ce qui nous rend aussi souverains. Donc là, on peut rentrer plus dans des questions de géopolitique. Et il y a évidemment l'idée que la data, on peut la décentraliser, mais on peut aussi l'optimiser avec de l'IA. Et puis surtout, on peut la rendre visible et mieux utilisable grâce justement à la réalité augmentée. Et ça, c'est une approche qui, pour moi, va faire que de s'accentuer avec le temps. Et c'est pour ça qu'on a été assez, comme tu dis, visionnaire, mais je pense que c'est que le début. Et puis que là, on voit l'accélération de tout ça. Pour moi, c'est une folie. À quelle vitesse maintenant on est en train d'entrer dans ce monde de data? Encore pire qu'avant. Et vu que ça avance très vite, tu arrives à suivre quand même tout correctement? Tu te laisses dépasser parfois? Ou comment tu fais pour garder le focus sur tes activités, sur ce que tu fais, sans trop t'éparpiller non plus? Alors, on essaie de bien répartir les rôles. Évidemment, c'est un apprentissage constant, donc on fait toujours des erreurs. Mais on s'est entouré justement de beaucoup de gens sur cette idée un peu d'avoir des gens dans l'idée des digital nomades, mais surtout des gens qui ont des hard skills, donc des compétences à forte valeur ajoutée, et qui vont pouvoir justement nous aider aussi. Donc, moi j'ai des compétences, tu en as aussi, mon associé en a, et en fait, on se répartit bien les rôles. Par exemple, moi, je fais la stratégie autour des projets, et puis mon associé gère tout l'opérationnel au milieu, et je reviens à la fin pour aller faire justement du business développement et aller chercher l'investissement. Ok, trop intéressant. En parlant d'aller chercher des investissements, aujourd'hui, avec qui tu travailles? Quels sont tes partenaires? Comment ça fonctionne un petit peu ton système? Alors, on a des partenaires évidemment qui sont des partenaires dans les blockchains, puisque on utilise les blockchains, donc évidemment qu'on a des partenaires. À savoir que les blockchains offrent des grandes, donc des bourses pour développer les projets. Okay. À savoir que
Ça dépend de l'état du marché aussi. Bien sûr. Là, en ce moment, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'en obtenir du coup. Ok. Mais c'est déjà une source de financement. Après, évidemment, on doit travailler aussi avec des acteurs privés. Donc, pour ceux qui connaissent pas un petit peu les différents types d'investisseurs, on peut avoir justement ce qu'on va appeler des business angels, donc des gens qui vont mettre de l'argent à titre personnel. Il y a aussi des family office, donc là c'est beaucoup plus gros, c'est des fonds familiaux qui investissent pour faire prospérer leurs capitaux. Ok. On va avoir encore après des moyens d'avoir des subventions, Ok. d'avoir justement de lancer des campagnes de crowdfunding, faire un potentiel launchpad pour lancer un token. Ok. Donc en fait, on a à peu près on a eu, ça dépend comment on les compte, mais il y a une dizaine de moyens de lever des fonds en fait. Donc nous, on s'est entouré du plus de partenaires possible. Et comme tu as dit, c'est dur des fois de ne pas se disperser, pour revenir sur un petit peu sur la question d'avant, Ouais. parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une immensité d'acteurs à impliquer. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à aller chercher les acteurs clés, à leur parler. Surtout en organique d'ailleurs, donc c'est-à-dire aller dans des salons, rencontrer les acteurs, faire des rendez-vous, et c'est comme ça qu'après on trouve de l'investissement pour nos projets. Tu parles de rencontrer des personnes. Je pense qu'une de tes plus grosses forces, c'est le réseau. On en a parlé aussi un petit peu en off. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus et quelle est la puissance du réseau? Dis-nous en plus. Alors, je pense justement, et ça c'est un conseil que je donnerai à n'importe quel entrepreneur, c'est justement, on est dans un monde où tout le monde est très très connecté, et c'est pour ça que nous on a voulu créer un écosystème. À l'heure actuelle, on a une cinquantaine de personnes qu'on active sur différents projets. Et on a une vingtaine d'advisors, donc des personnes qui vont avoir qui sont nos conseillers, qui vont avoir des compétences, justement, qui ont d'expérience, souvent c'est une trentaine d'années d'expérience dans des domaines très précis. Et tous ces gens-là, en fait, nous permettent d'avancer déjà sur le développement des projets, mais surtout aussi de nous mettre en relation avec des personnes qui vont nous aider. Ok. Et en fait, c'est tout simplement de l'entraide. Et nous, ce qu'on a créé avec Agartha, c'est avant tout un écosystème, puisque c'était difficile au départ de trouver notre marché et d'aller jusqu'au bout sur des nouvelles technologies. Et c'est pour ça qu'on a d'abord voulu créer l'écosystème Ok. pour développer les produits et les projets. Et ensuite, là maintenant, on rentre dans une phase qui est beaucoup plus de la commercialisation, en fait. Ok. Donc c'est à partir de maintenant, vous commencez à commercialiser vos solutions, c'est ça? Exactement, ouais. En fait, il y avait des cas d'usage qui ont pris évidemment aussi du temps à développer. Je peux parler des algos dont je parlais avant, mais en fait, même la réalité augmentée, tout ça, en fait, c'est toujours pareil. Il y a des coûts d'infrastructure qui sont très durs à porter. Mm. Les entreprises, au départ, ne veulent pas sauter les premières, donc il faut réussir à les convaincre, il faut Ok. évangéliser, encore une fois. Et petit à petit, ça m'a fait penser petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais c'est un peu ça le truc, C'est c'est ça, hein. que si on est patient, qu'on travaille dur et que justement, on lâche rien. On arrive souvent à ces objectifs. Et la chose étant, c'est que maintenant, je pense que tout va s'accélérer. C'est pour ça que je sens qu'il y a un énorme momentum pour rentrer dans une phase de commercialisation, parce qu'en fait, ça va aller très très vite. Intéressant. Pour revenir sur le monde de l'investissement que tu as découvert donc assez jeune, donc tu as découvert les cryptos assez jeune. Tu as commencé à investir à partir de quel âge? Comment? Dans quelle vision? Aujourd'hui, comment tu te positionnes? Alors, j'ai commencé à trader en réel avant justement d'acheter réellement de la crypto. Ok. Donc, je devais avoir 19 ou 20 ans, sachant que j'en ai 28 maintenant. Après, j'ai acheté justement mes premières cryptos en 2016. Vraiment acheté. Après, j'avais déjà eu des petits bagues à gauche à droite, mais j'ai pas vraiment mis de mon propre argent pour acheter. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à investir mon argent, à trader mon argent pour créer ma société, pour financer le développement de ma société. Parce que ça, c'est aussi un autre truc que j'aimerais, c'est un petit conseil, c'est que faire du trading, justement, ou investir, le but, c'est de prendre des profits. Et prendre les profits, il faut en faire quelque chose, en fait. Parce que ça sert à rien de juste garder de l'argent ou des capitaux si on n'en fait rien. Et c'est souvent aussi l'erreur des gens, d'ailleurs, qui investissent dans la crypto. En décembre, j'avais dit à beaucoup de gens de prendre des profits. Ah ouais. Et les gens sont souvent dans l'idée oui, il y avait le FOMO autour de Trump, donc tout le monde se disait que ça allait aller. Non, mais en fait, non, quand on vend on vend la rumeur. Ouais. Non, pardon, on achète. Sell the news. Voilà, exactement. Sell the news, la fameuse. Non, c'est ça, sell the news. C'est ça. Oui, on achète Voilà, la rumeur, on vend la nouvelle. Exactement. C'est des phrases assez cultes, assez connues. Exactement. Comment tu arrives à déterminer ça, à voir ça? En fait, comment tu peux te dire, OK, à ce moment-là, il faut que je vende, il faut que j'achète?
Tu arrives à prédire plus ou moins le marché, en tout cas à l'analyser. Comment tu t'y prends? Bah alors ça, pareil, ça revient à se former, à s'éduquer, savoir qu'il y a les trois composantes. Pour ceux qui connaissent déjà l'investissement, que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Bah justement, il y a la fondamentale, donc les nouvelles qui C'est vont ça. l'actualité, la géopolitique, qu'est-ce qui va se passer dans le monde, qu'est-ce qui peut impacter un marché, comment. Après, il y a toute la partie technique, et moi j'aime beaucoup en fait la technique, et il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour analyser un marché, et ça va dépendre aussi du type de marché, mais il y a des outils qui sont très performants. Moi j'aime beaucoup justement, par exemple, comme indicateur, un MACD, pour Ok. moi c'est très très performant pour retrouver les retournements de marché. Et après, bah, il y a justement le sentimental. Et le sentimental, c'est ce qui fait que dans la crypto-monnaie, il y a énormément de gens qui sont beaucoup trop sentimentales et ils oublient cet aspect-là. Donc c'est ce qu'on appelle justement ce FOMO ou ce FUD. Donc les gens en fait vont tous s'engrainer dans une direction sans prendre le temps juste de réfléchir Mm. à vraiment quel est le marché, qu'est-ce qui peut se passer et pourquoi surtout. Donc en fait c'est un peu comme dans la vie, hein, les gens ont vite tendance à être des moutons et à pas se poser assez de questions, à pas se remettre en question et à croire un petit peu naïvement à l'Eldorado de temps en temps. 100%. C'est foncer à tête baissée sans comprendre, quoi. Exactement. Ça, c'est quelque chose que tu détestes. Et alors oui, j'ai une vision plutôt toujours moyen-long terme et je pense que c'est important même dans un monde qui va très très vite de prendre des décisions réfléchies et d'être patient. La patience, c'est ce qui manque à beaucoup de gens et c'est la meilleure vertu qu'on puisse avoir en trading. Carrément. Ça, c'est une très très belle chose que tu dis. C'est la patience. Moi, j'ai appris ça. Euh, personnellement, hein, je suis quelqu'un de très impatient de base. Et quand je me suis lancé dans l'investissement, déjà là, ça fait presque 10 ans, je pense, la première chose que j'ai appris. C'est vraiment la patience, que tu vois pas le fruit de ton travail immédiatement. En tout cas, quand tu veux aller vite, c'est là où tu fais le plus d'erreurs. Et tu brûles du capital et tu reviens à la case départ, voire même pire. Tu recules de quelques cases. Donc oui, ça c'est quelque chose qui est très très important. Je l'ai aussi appris à mes dépens parce que je suis quelqu'un d'hyperactif et d'insomniaque, donc j'ai toujours tendance, contrairement à ce que j'ai dit, à vouloir aller vite. Ouais, Et c'est justement pour ça que je dis que c'est là où il faut aller contre ses instincts, bah, surtout en trading, hein, en investissement, c'est justement qu'il faut prendre du recul ouais, et bah, se canaliser, quoi, en fait. ouais, carrément. Ça c'est très très bien ce que tu dis. Pour revenir justement sur la crypto, aujourd'hui, que penses-tu de ce marché? Euh, sur quoi tu as investi? Quelles sont les cryptos que tu détiens ou que tu ne détiens plus et pourquoi? Alors, justement, moi, j'ai vendu les bacs qui me restaient là en décembre. J'ai Ok, gardé quelques NFT, mais c'est plus par sentimentalisme qu'autre chose. ok, Enfin, je me dis que dans le futur, ça peut être des objets de collection, en fait, ok, justement. Euh, et après, surtout, je me focus toujours sur qu'est-ce qui va être les prochaines vagues. ok. Donc, les prochaines vagues, pour moi, justement, euh, il va y avoir quelque chose. Enfin, la digitalisation des ressources, surtout les ressources précieuses comme les pierres, l'or, potentiellement même le pétrole. Tout ça, en fait, ça a créé une nouvelle génération de tokens. Ça commence déjà. Il y a déjà des tokens on appelle ça en real world assets, donc des tokens qui représentent des assets réels. Et pour moi, ça, c'est un enjeu extrêmement important pour les écosystèmes blockchain et sur lesquels il faut se focus en tant qu'investisseur. La deuxième grosse thématique, et en ce moment on en voit sortir dans tous les sens et ils sont pas du tout tous qualitatifs, donc pareil, faites vos recherches avant d'investir parce que donc ce sont les tokens justement qui vont backer de l'AI. Ok, Donc les tokens liés à l'intelligence artificielle et aux fameux agents autonomes. ok. Ça pour moi c'est les deux plus grosses trends qu'il faut surveiller. Et toujours pareil, hein, quand j'ai bien employé le mot trend, donc c'est des tendances, il faut les surveiller parce que elles vont être d'avenir. Et on arrive dans un monde pareil qui est de plus en plus digitalisé, qui est aussi en train de se rétracter un petit peu sur lui-même parce qu'il y a beaucoup de. On, n'est pas, on pourrait dire qu'on est en économie de guerre, il y a beaucoup de conflits partout. Donc le fait de pouvoir transférer de la valeur, des ressources de manière digitale partout dans le monde, de manière très très simple, bah ça c'est un réel enjeu d'avenir. Donc je pense que faut regarder dans cette direction. Tu as des projets comme ça qui te parlent, où tu te dis, voilà, ça, c'est des projets porteurs actuellement, si on se réfère à la crypto, ou même autre que crypto, hein, ça peut même être dans des entreprises sur lesquelles on pourrait investir en bourse actuellement. Est-ce que tu as des projets phares qui sont porteurs, qui pour toi vont être présents pour ce cycle-là ou même pour les prochains, Bah, ou tu mises sur aucun? alors pour le moment, je mise pas
dessus tout pour le moment parce que je pense que le marché il va encore dévisser beaucoup et qu'on est encore dans une phase de construction. Ok. Et que pour l'investissement sur ces produits-là, c'est un peu jeune. C'est un peu jeune. Et c'est comme, ça c'est ma théorie personnelle, il y en a sûrement qui ne seront pas d'accord avec ça, mais en fait, la blockchain Bitcoin, les gens pensent qu'il peut aller très très haut, mais en fait, il n'est pas réellement contrôlé par des gens, par des retail. Le Bitcoin est contrôlé par des institutions financières en majorité, donc, dont des gros hedge funds, notamment BlackRock, etc., Citadel. Et en fait, eux, leur intérêt, ce n'est pas forcément que le Bitcoin il aille super haut, en fait, parce que ce qui les intéresse, c'est la sécurité de la chaîne. Et ce que j'expliquais avant, c'est qu'en fait, pour transférer de la valeur, il faut que ce soit sécurisé. Et comme la blockchain Bitcoin est la plus sécurisée, c'est elle qui va être utilisée majoritairement justement pour tout ce qui est real world asset dont je parlais avant. Okay. Et en fait, c'est comme quand on va chez... Je prends souvent cet exemple-là, il n'est pas parfaitement juste, mais c'est un bon comparatif, c'est Western Union. Okay. Western Union, ils commissionnent l'envoi et la sécurisation. Et en fait, ce qui leur rapporte de l'argent, c'est les fees. C'est le fait de prendre un pourcentage. Donc en fait, détenir la supply de Bitcoin et être un acteur principal là-dedans, ça va permettre de commissionner tous les flux financiers qui seront digitalisés dans le futur. Et c'est déjà un peu le cas, mais ça va s'accentuer en fait. Ok. Mais indirectement, si je pense comme ça, donc le focus va être principalement sur le Bitcoin, selon toi. Mais dans tous les cas, le Bitcoin va forcément prendre en valeur, parce que si plus des gens vont influer dessus et vont utiliser le réseau, plus il va y avoir donc de la demande là-dessus. Donc le Bitcoin va quand même monter en valeur. On ne peut pas le maintenir, le stabiliser indéterminé, enfin, jusqu'à l'infini, quoi. Bah, ça dépend de comment on voit les choses. Alors, il y a la prise de valeur évidemment, mais en fait, il y a aussi l'intérêt ou accumuler de la supply. Et si je voulais prendre un comparatif très concret, quand on traite les monnaies fiat les plus solides, c'est celles qui bougent le moins. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est des économies qui ne sont pas dumpables. Et si on réfléchit à ce parallèle-là, on peut se dire que bah, selon qui contrôle justement la majorité de la supply du Bitcoin, surtout dans le futur, et ben en fait, l'intérêt, ça ne sera pas forcément justement que le prix bouge. Okay. Donc on pourrait avoir un prix qui se retrouverait relativement flat ou dans un range de prix qui ne serait pas trop pas trop élevé en fait. Parce que si le prix bouge trop, la volatilité sur un marché, c'est pas stable, ça permet pas de stabiliser justement des transactions. Okay. Et ça, c'est... Après, je sais qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi là-dessus, d'autres non, mais moi, c'est mon avis et je surveille ça de très près. Est-ce que tu penses qu'on ne devrait pas prendre le schéma dans le sens inverse? Parce que moi, j'ai déjà pensé à ça, j'ai déjà réfléchi, mais ne plus donner forcément une valeur au Bitcoin, et ça, c'est les Bitcoin maximalistes. D'ailleurs, on en parlera. Je crois que tu as été dans ce clan-là au début. Maintenant, je crois que tu as un peu changé de bord. Ouais. C'est intéressant. En général, c'est l'inverse qui se passe. Ce serait marrant, on va en parler juste après. Mais c'est de vraiment voir la chose comme Bitcoin comme le référentiel. Et donc, il n'aurait pas de valeur. Sa valeur, ce serait le Bitcoin. Tu sais, ce serait genre lui-même, quoi, entre guillemets. Et on lui donnerait une valeur en fonction de chaque chose. Exactement. Tu vois, comme l'or, entre guillemets. Alors, mon avis là-dessus, c'est vraiment que la valeur du Bitcoin, en fait, c'est ce qu'on va adosser sur la chain. Ouais. Et donc, ce qui va être construit sur la chain Bitcoin, c'est ça les actifs qui vont performer. C'est ça. Et donc, le Bitcoin lui-même ne va pas forcément performer en termes d'actifs sur lesquels investir. Il peut évidemment monter, il peut évidemment prendre encore de la valeur. Mais c'est simple, il est passé de 5 centimes à 110 000 $. Il faut déjà regarder le X que ça représente sur un marché. Une aberration. C'est énorme, c'est totalement fou. Donc, quand on se dit qu'il peut aller encore beaucoup plus haut, oui, il peut encore aller plus haut, mais il peut peut-être faire un x2. Ou il peut peut-être aussi, comme je l'expliquais tout à l'heure, être dumpé par des hedge funds parce qu'ils ont envie justement d'accumuler de la supply plus bas et de faire de la chasse au retail. Et c'est ce qui se passe très souvent d'ailleurs, hein, surtout sur un néo-marché. Ouais. Donc, je pense que là-dessus, il faut vraiment analyser ça sur des facteurs géopolitiques. Et quand on regarde, on voit bien que la Chine détient du Bitcoin, les États-Unis aussi, parce que justement, c'est un outil géopolitique avant tout. Okay.
Ok. Ah oui, c'est vrai qu'en off, tout à l'heure, on avait fait un petit parallèle qui était intéressant. C'était justement de se dire que demain, la guerre principale, justement, elle est technologique. Et que ce qui pourrait être le plus dangereux, ça serait de couper justement les câbles sous-marins ou d'aller détruire des satellites. C'est parce que ça créerait justement une panique totale sur les marchés et partout. Ouais. Bah, le Bitcoin, c'est une solution à ça, justement, Ok. potentielle. Développe-moi ça. C'est pour ça que les États en accumulent et que les fonds d'investissement en accumulent, parce que si demain on est dans une économie de guerre, la manière de faire transiter de la valeur, justement, bah, ça serait des économies décentralisées. Hmm. Ok. Intéressant. C'est parce que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à échanger concrètement, quoi. Bah, il n'y a pas un serveur central qui peut sauter, en fait, tout Ouais, c'est simplement. ça. C'est C'est- sur on la prend l'exemple. blockchain, quoi. Voilà. Exactement, on Il n'y a prend pas une cible qu'on peut Exact. viser, faire exploser et Exact. tout s'éteint d'un coup, quoi. Exact. Ok. Évidemment que ça, il y aurait quand même, il y aurait quand même des moments de panique, mais les gens qui ont sécurisé justement des infrastructures Bitcoin ou du Bitcoin Mhm. vont être en capacité de faire transiter Mhm. de la valeur sur les chains. Bien sûr. Et on revient sur cette idée de reward asset. C'est demain, quand on parle de reward asset, je prends un exemple très concret. À Genève, il y a le port franc. Il y a des acteurs qui ont beaucoup de reward asset, notamment certains de nos clients. Et là-dessus, bah, l'idée, c'est que c'est des objets qui sont enfermés dans des coffres forts, qui ne bougent jamais. Parce que c'est des gens qui les détiennent pour avoir un profit latent et surtout, au cas où, justement, ils ont un problème, il se passe quelque chose, et ben ils vont sortir leur or ou leur diamant ou leurs bijoux des coffres pour bah, soit changer, changer de pays ou, je vais dire, un mot, se barrer en fait, Bien changer comme on l'a connu dans les économies de guerre précédemment. Bien sûr. Donc, le fait que ces acteurs puissent digitaliser ces actifs qui sont normalement immobilisés, donc c'est là qu'on parle de tokenisation, c'est-à-dire qu'on va prendre un objet physique, on va s'assurer, on va garantir qu'il est présent physiquement à un endroit, et ça, c'est déjà le cas, parce qu'il y a déjà des sociétés qui le font, des ports francs, des banques privées, etc., etc. Et donc, on va garantir la présence physique, mais le flux financier, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de déplacer l'objet. Je prends l'exemple d'un milliardaire russe qui est sous sanction et qui a ses assets à Genève, bah, il ne peut pas venir les chercher. Pas forcément, en tout cas, où c'est compliqué. Et puis surtout, il faut payer un avion, une assurance. Ça coûte très cher. Au final, c'est pas, on perd la plus-value latente. Alors que si le rendement de l'objet est digitalisé, son usufruit, on peut disposer de la liquidité partout dans le monde tout en gardant l'objet stocké. Okay. Et ça, je pense que c'est très important à comprendre, surtout quand c'est justement des assets qui prennent 10 à 20% par an. Parce que c'est un profit latent dont on peut disposer en permanence. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça ouvre le champ des possibles pour énormément de choses. Je pense à tous les collectionneurs, par exemple, de montres, de montres de luxe, qui les stockent justement dans des banques ou chez des horlogers, enfin voilà, dans des coffres sécurisés. Ils pourraient, en fait, concrètement, si je schématise ce que tu dis, on peut tokeniser donc une montre, donc une Philippe Patek, par exemple. Sa valeur, tout ça sera inscrit dans la blockchain, donc tout sera tracé, on est sûr de sa provenance et de l'endroit où elle est stockée. Exact. Et moi, demain, je peux te la vendre sans même que tu la vois, limite, en fait, hein, carrément, même sans la récupérer, je te délègue, en fait, je te transfère le token, je révoque moi mon accès, entre guillemets, et je te donne ta signature, et maintenant, ça t'appartient, et tout ça, c'est inscrit dans la blockchain. Exactement. C'est vraiment dingue. Et il y a un truc qui va plus loin sur ce que je dis, c'est qu'évidemment, il y a le fait de faire une transaction marchande, mais aussi le fait simplement de disposer de l'usufruit. Oui. Et quand c'est des objets qui prennent une forte valeur ajoutée, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de vendre l'objet. Okay. On va juste partager le profit. Okay. Tu peux développer un petit peu ça? Imaginons justement, j'ai la Patek, on reprend l'exemple de ta Patek, et j'ai besoin de liquidité ailleurs. Donc je sais que ma montre, elle prend 10 à 15% par an. Je ne suis pas obligé de vendre ma montre. Je peux vendre le token ou le profit sous-jacent du token à quelqu'un d'autre pour libérer la liquidité. Et c'est le principe d'un collatéral en fait. Et donc on ne se débarrasse pas de l'objet. On le met en collatéral parce qu'il a un usufruit suffisant. Et donc on peut disposer de liquidité pour faire d'autres opérations. C'est comme si j'épargnais ma Philippe Patek. Exactement. Et qu'elle me rapporte du rendement. Exactement. Donc un rendement peu importe quoi. Et ce rendement-là, après moi, je peux l'utiliser. Partout dans le monde, n'importe quand, pour faire quoi que ce soit. C'est intéressant. C'est là qu'après, il y a une autre chose qu'on voit arriver aussi de plus en plus, c'est que les points où on peut échanger des tokens. Donc, par exemple, en Suisse, on a des bureaux de change où on peut échanger du token. On a des ATM
Ok. Dans un de nos clients c'est qui en travaille, on a des ATM. Tu peux retirer quoi direct. Donc on peut retirer directement. Et si on a besoin par exemple d'avoir du fiat, je sais pas où, dans un autre pays, on va pouvoir aller à l'ATM avec notre token et le retirer du fiat. Incroyable. C'est ça. Donc c'est vraiment le point de transfert et de bascule entre, je vais appeler ça les anciennes économies, qui sont les monnaies fiat, et les néo-économies, qui sont les monnaies digitales. Ok. Ce token-là, c'est un token qui est propre à l'objet ou c'est un token, ça peut être sur le token d'une blockchain spécifique comme de l'Ethereum ou du USDT ou... Sur le reward asset, ça va être des tokens qui vont être... Il y a deux types de reward asset. Il va y avoir justement deux types de tokenisation plutôt liés au reward asset. Il va y avoir la tokenisation du flux financier uniquement. C'est-à-dire qu'on va créer un token qui regroupe les flux financiers d'une, je sais pas, par exemple, une banque peut créer son token pour tous ses assets. Et elle va tokeniser du coup l'entièreté de ses assets et donc tous ses flux financiers. Mais on peut aussi le faire pour un client privé qui va juste tokeniser un seul objet. Et donc il y aura un token qui représentera la valeur de l'objet. Il y a les deux qui sont possibles, en fait. C'est deux types différents de tokenisation. Ok, d'accord. Ouais, donc vraiment les possibilités sont infinies. Elles sont infinies. On peut tokeniser les flux financiers liés à du reward assets. Et on peut tokeniser l'objet. Directement. Voilà. Avec son token qu'il Exactement. Exactement. C'est quand même ultra intéressant. Hein. C'est incroyable. Et j'imagine que tu te lances aussi dans ce secteur-là. Tu vois un grand intérêt. On sait que BlackRock a clairement dit... Larry Fink on a parlé ouvertement en disant que c'était vraiment l'avenir et que c'est sur ça qu'ils allaient se concentrer. Je crois qu'ils ont même ouvert un fonds spécifique pour ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu dois vraiment être au cœur de ça. Là, tu as dit exactement ce que Larry Fink a dit. Ils le font, BlackRock, justement, sur les flux financiers. C'est ce que je citais avant, parce que ça reste au final l'équivalent de la plus grande banque au monde. Même si elle est assez obscure, on va dire. C'est inscrit dans le nom, je n'invente rien. Mais du coup, BlackRock gère quand même beaucoup de flux financiers sur Terre. Du coup, oui, ils se lancent dans la tokenisation de leurs flux financiers, justement. Il y a un autre exemple qui est plus concret sur le real world asset, qui est très concret sur le asset, c'est le Public Investment Fund saoudien. Donc, le fonds de réserve de l'Arabie Saoudite, donc, qui ont aussi beaucoup d'argent. Eux, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé du pétrole physique, justement, en collatéral. Donc, ils ont tokenisé du pétrole pour permettre d'investir dans l'innovation. Et donc, en fait, c'est vraiment ultra intelligent, en fait, parce qu'ils ont les ressources privées et justement, ils les mettent en collatéral, ils les tokenisent et ça leur permet d'investir en token partout dans le monde. Et là, par contre, il y a la valeur physique, c'est pas que le flux financier, c'est le vrai pétrole. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à tokeniser quand même du vrai pétrole physique. Des réserves, ils ont tokenisé des réserves de pétrole. Donc, pareil, ils savent que là, il y a tant de quantité, ils l'ont mis en collatéral. Enfin, ils doivent prouver évidemment que le pétrole est bien présent. C'est là que le truc s'effondre. Si c'est pas prouvable à tout moment qu'il n'y a pas le pétrole, le collatéral s'effondre et ça n'a plus aucun sens. Mais ils en ont tellement et ils ont réussi à faire cette passade de force. C'est incroyable quand même. Hein. C'est un monde de dingue. On est dans un monde de fou. Et quand tu vois l'avenir par rapport à tout ça, et même aussi par rapport à l'investissement, est-ce que tu n'as pas peur que ça parte aussi un peu en cacahuète dans tous les sens? Est-ce que tu penses qu'au contraire, parce qu'on parle beaucoup d'investissement, j'ai l'impression que c'est vraiment le futur et l'avenir de plein de choses, que tout le monde va commencer à s'y mettre d'une manière ou d'une autre à sa propre échelle au final, surtout avec la tokenisation. Je vois aussi par rapport à l'immobilier, tu sais, quand on parle de tokenisation au début, en 2020, 2021, c'était vraiment l'immobilier qui était aussi au cœur de tout ça et je trouve ça impressionnant que tu puisses acheter des fractions d'un appartement que tu peux jamais t'acheter de ta vie en plein centre de New York. Par exemple, tu peux t'acheter pour 100 €, 1000 €. C'est vrai que c'était un très bon exemple, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que l'exemple de la tokenisation immobilière est très bon parce que c'est le même qu'avec les pierres précieuses. Au final, on dispose de l'usufruit. C'est ça. Donc, on a une part du rendement d'un bien immobilier. L'immobilier ne va pas disparaître. Donc, on a une part du rendement. Et en fait, c'est là que, je reviens sur ta phrase que tu as dit par rapport à l'IFING, en fait, tout est tokenisable. Tout ce qui est physique. Oui, je peux tokeniser la tasse, je peux tokeniser ton micro. Après, est-ce qu'il y en a un intérêt réel? Voilà. Je pense que c'est là où le tri va se faire finalement. Exactement. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut toujours, aussi ça c'est, en investissement, il faut toujours suivre en vrai ce que font les gros. Oui. C'est logique. C'est eux qui créent les trends. Et des fois, c'est pour ça qu'ils bougent dans l'ombre sans annoncer publiquement ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme pour l'exemple des technologies. En réalité, toutes les technologies sont d'abord militaires. Elles sont créées dans l'ombre.
Tu fais très bien de le rappeler, hein. C'est important, d'accord? Donc, c'est pareil, les technologies blockchain, elles ont été théorisées de base par les cyberpunk, mais en réalité, elles ont très vite aussi été, je ne vais pas rentrer dans le débat est-ce que le Bitcoin a été créé par la CIA ou pas, mais elles ont très vite été aussi utilisées de manière gouvernementale. Au même titre qu'on a des entreprises privées qui créent leur propre blockchain pour eux. Et au même titre que BlackRock avait investi justement via des trusts et des proxys dans les blockchains depuis très 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 tôt. Incroyable. Donc, C'est incroyable. Je reviens sur ce que tu as dit par rapport au Bitcoin, CIA, armée. C'est quoi un peu ta théorie là-dessus? Est-ce que tu as une idée, toi, qui est très spécifique, auquel tu as pensé? Je pense que tu as dû beaucoup cogiter. Moi aussi, honnêtement. Je suis très. Des fois, on peut parler de théorie du complot, je ne sais quoi. Honnêtement, je suis ouvert à tout parce que quand on ne sait pas, il faut accepter aussi que tout est possible. Et ce que je vois de plus en plus, et je pense que tu vas me rejoindre sur cette idée, c'est que tout ce qu'on imageait déjà dans les films de science-fiction, où on se disait impossible ou des théories de complot ou je ne sais quoi, plus les années passent et plus tu as des choses qui se font, qui se révèlent totalement vraies, possibles et réalisables. On se rend compte qu'en fait, les fameuses théories, c'était pas que des théories et qu'il y a des vraies vérités quand même. Comment tu vois, toi, cet aspect du Bitcoin, la création? C'est quoi un peu ton idée? Je pense que tu as dû voir plein de documentaires. alors ouais, justement. Alors, il y a sur qui a réellement déployé le Bitcoin. Là, je ne sais pas. Et je pense que justement, peut-être on saura d'entrer en temps. En tout cas, sur qui l'a utilisé le premier, Ouais. c'est la CIA. C'est là? La CIA, Ok. les renseignements américains. Donc ça, déjà, ça, c'est un fait. Pourquoi? Parce que Ça a été prouvé, ça on le voit, on le retrouve. c'est prouvé, ça va. Tout ce qui, enfin, c'est prouvé déjà d'une manière très très simple, en fait. C'est que le premier cas d'usage, c'était lié à Silk Road. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la CIA entretient les caisses noires de l'État américain et tous les États ont des caisses noires. C'est de la géopolitique, ça c'est prouvé aussi. Et donc la caisse noire des États-Unis a été remplie par la CIA via de la vente de drogue en Bitcoin. Ok. Donc là-dessus, il y a un fait. Après, je pense qu'il y aura des choses qui sont déclassifiées aussi un jour, sûrement. Mais voilà, enfin, il faut toujours trouver les faits, en fait, les faits objectifs. Après, lancer dans des grandes théories, c'est, comme tu as dit, tout se sait au bout d'un moment, en fait. Moi, je crois qu'on risque d'arriver quand même aussi dans un monde comme dans les films un petit peu de science-fiction. Après, pas forcément en mal, mais qu'en tout cas, on risque d'avoir vraiment cette digitalisation à l'extrême qui va se rapprocher, justement, comme je disais, des films qu'on voyait quand on était plus jeune. C'est incroyable, hein. C'est quand même un monde de dingue, franchement. Hâte de voir en tout cas, et le jour où on aura la révélation, on invitera la personne qui a Exact. été initiateur, Exact. initiatrice de tout ça. Exact. Revenons sur un projet qui te tient à cœur, et j'aimerais bien qu'on en parle. C'est ce fameux, euh, comment dire, hangar, pas hangar, enfin, ce fameux, je trouve plus le mot. Ouais, alors oui, je vais expliquer. Donc, en fait, ce projet dont tu parles, c'est que nous, on a toujours eu besoin d'avoir en fait ce qu'on appelle un tiers-lieu et des hubs physiques justement pour créer l'entrepreneuriat de manière physique. Donc c'est bien beau d'avoir des équipes, des ressources, d'avoir créé des process, mais en fait, au bout d'un moment, il faut que les gens ils se retrouvent pour travailler. Il faut qu'il y ait de l'effusion, il faut qu'il y ait de la collaboration, il Bien faut sûr. qu'il y ait de l'inventivité. Et donc, on a fait des demandes justement à Genève pour avoir un hub financé par la ville. Et le truc étant, c'est que c'est une ville qui est très condensée en termes de foncier. Donc c'est difficile d'avoir de l'espace pour créer. Ok. Et on a eu une opportunité il y a 2 mois maintenant, justement, via à Nice, pour le coup. Donc c'est pas à Genève, mais on s'en fout parce qu'on travaille de manière. On travaille avec des digital nomades et c'est à 1 heure d'avion dans tous les cas. Euh, de de réexploiter un lieu. Donc, tu as dit 80 000 tout à l'heure, mais c'est là, le premier bâtiment sur lequel on commence, c'est 10 000, ce qui est déjà pas mal du tout. Hein, c'est déjà 10 000 mètres carrés. Et en fait, c'est dans justement l'ancien marché d'intérêt national. Donc, c'est l'équivalent de Rungis pour ceux qui connaissent. Donc, en fait, c'est un endroit où il y avait tous les gros, des produits alimentaires, de gros, les fleurs et tout, qui étaient transportés par camion avant. Donc, ça a été aménagé de cette manière-là. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le transport maintenant ne se fait plus du tout de la même manière. Donc, c'est plus de l'avion et des bateaux. Donc, ce lieu est tombé en désuétude. Et donc, il est tombé un peu à l'abandon. Et on m'a proposé justement, enfin, l'opportunité justement et je suis pas tout seul là-dessus. Je travaille avec justement un artiste et puis avec d'autres startups qui sont impliquées là-dedans. Et en fait, on a créé, on est en train de créer dans ce lieu, on est en train de réhabiliter les anciens entrepôts pour faire justement un tiers-lieu. Donc j'explique ce que c'est un tiers-lieu. C'est un lieu justement qui est détenu
enfin, par la ville reste propriétaire du foncier, c'est une association qui le gère, et après il y a des startups et donc des entrepreneurs qui vont venir s'installer pour développer leurs projets et co-créer, donc avoir leur bureau tout simplement, comme ça existe déjà dans des gros incubateurs ou même un peu comme dans Station F, etc. Avec comme particularité aussi que derrière on va aller chercher des subventions à tous les niveaux et du sponsoring. Parce qu'il y a des entreprises qui ont un intérêt à voir ce genre de lieu voir le jour. Et donc nous, c'est un peu la matérialisation de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et surtout, le but, c'est de créer un lieu entre l'art, parce que l'art, en fait, c'est un des très bons vecteurs pour montrer les nouvelles technologies. On le voit maintenant, il y a plein d'artistes qui font des tableaux en réalité augmentée, liés à la blockchain, animés par l'IA. Donc l'art regroupe les 3 technologies qu'on utilise et c'est un bon cas d'usage pour montrer aux gens quel est l'intérêt de ces technologies. Et donc l'art, l'innovation et l'entrepreneuriat. Et donc l'idée, c'est d'ailleurs, là, on est en train de déployer tout ça pour que les gens prennent des bureaux là-bas, que ce soit pour faire des ateliers, pour avoir leur start-up. Et aussi, on va faire de l'événementiel dans le lieu pour que les gens voient, tout simplement, pour que les gens aient l'occasion de se rendre sur place et de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et ça, je reviens sur comment on trouve des investisseurs. Le meilleur moyen de trouver des investisseurs, c'est justement de faire des événements, faire de l'organique. Ok. Et ce projet-là, donc, il a pour but de rassembler principalement des artistes avec des entrepreneurs et des innovateurs. Donc, exactement. Ça va être un lieu assez cocktail explosif, quoi. Exactement. Et favoriser, aussi, en fait, après, il y a aussi, c'est un peu un intérêt aussi pour les jeunes, de favoriser l'entrepreneuriat, donner aux jeunes envie de faire quelque chose aussi, de se motiver, parce que les codes sociétaux changent pas mal. Les gens ont plus envie de travailler de la même manière qu'avant. Ils ont pas envie d'être salariés. C'est ça. Donc, il y a ce tournant générationnel, surtout sur les générations d'après 2000, où c'est plus du tout les mêmes habitudes de consommation et tout est très digitalisé justement. Et en fait, nous, dans ce process-là, ça fait longtemps qu'on y avait pensé, justement, de l'idée de faire des hubs ou des tiers-lieux. Et en fait, c'est quelque chose qu'on veut déployer, pas que justement à Nice, on aimerait bien déployer ça partout en fait. Okay. Parce que ça a un réel intérêt et je pense que c'est totalement en adéquation avec les codes de la société dans laquelle on est en train d'arriver. Ok. Quand tu me parles d'artiste, en plus, et la fusion entre un vrai artiste, entre la blockchain, etc., ça m'a fait penser à Beeple. Tu dois forcément connaître l'artiste qui a démocratisé ce monde de NFT et des artistes. Ça m'a fait penser à ça parce que j'ai raconté une histoire dessus il n'y a pas longtemps. Je trouve ça intéressant. Ça serait peut-être dans les projets de l'inviter à un de vos... un de vos events. On adorerait justement, et c'est pour ça que ce qui se passe, c'est que le lieu il est parfaitement choisi aussi, très intéressant pour nous, parce que dans tous les cas, ça va rester une expérimentation. Okay. Le lieu va potentiellement être détruit ou repris par la métropole, puisqu'il y aura les Jeux Olympiques là-bas. D'accord. Et que dans tous les cas, il y a des plans d'urbanisme qui sont en cours. Nous, notre but, c'est justement, et c'est marrant que tu parles de ça, c'est un bon rebond, c'est qu'on fasse venir le plus d'artistes possible, le plus de gens connus, et surtout que même ils fassent des œuvres qu'on appelle immémorielles dans le lieu. Okay. Pour qu'en fait, le lieu devienne un truc qui serait potentiellement intouchable. Et donc, on est même en train de penser à l'architecture du lieu, tout. En fait, on veut que tout le lieu ait du cachet. Okay. Parce que c'est un endroit qui a beaucoup vécu, qui est très ancien au final, et qui a déjà été un peu le cœur de l'activité économique, mais dans une toute autre manière. Il y a une toute autre époque en fait. Ouais. Et ça a perdu cette activité-là et c'est en train de revenir. Donc évidemment qu'on aimerait inviter des artistes comme Beeple, sachant qu'en plus cette année, il y a pendant 3 ans, pile, et c'est la même timeline, c'est marrant, il y a la ETHCC, donc la grosse conférence d'Ethereum, qui va être organisée à Cannes. Okay. Et Cannes, c'est à côté de Nice. Donc on sait qu'on va avoir, je dis ça parce qu'en plus de ça, il y a le festival de Cannes aussi, donc il y a tous les artistes et toute la fashion qui viennent, et c'est vraiment à côté. On est à 20 minutes en voiture. Ouais. Il y a aussi donc le Lions Festival qui est aussi à Cannes, qui est le festival de la créativité et de l'innovation. Et tout ça, c'est en 1 mois et demi. Hein. Et il y a la conférence Ethereum. Okay. Donc, et tout ça se chevauche. Donc quand tu parles de Beeple et tout, en fait, c'est des gens qui viennent naturellement. On n'a pas besoin forcément de les faire venir. Très souvent, c'est des gens qui sont sur la Côte d'Azur, en tout cas, pas forcément pareil à Cannes, mais à Saint-Trope, Monaco, mais c'est à côté. Ouais. Et donc, oui, on aimerait beaucoup justement avoir des gros artistes comme ça, et c'est là-dessus qu'on travaille aussi. Niveau localisation, vous êtes parfait là.
On est parfait. Ouais. Après, il y a aussi l'idée, après aussi, il y a aussi l'accès même, il y a la plage qui est pas très loin. Donc, il y a moyen, vous savez, il y a des gens qui, enfin, surtout les gros investisseurs et tout, il y a beaucoup de choses autour du yachting l'été là-bas. Donc, oui, Il y a de quoi faire s'amuser. Il y a un gros potentiel. Trop bien. Revenons sur un point que j'ai envie d'évoquer. Enfin, venons dessus, même parce que on n'en a pas du tout parlé. C'est l'éducation financière, Ouais. qui pour moi est extrêmement importante. On en parle énormément. C'est aussi un peu l'intérêt de la chaîne de Smart Talks. Donc, c'est parler de sujets intelligents sur l'investissement, mais du coup aussi sur l'éducation financière. Déjà, toi, est-ce que tu viens d'une famille qui est éduquée financièrement? Tu as appris ça sur le tas. Comment ça s'est fait? Comment tu peux définir ton parcours? Et comment tu as eu ces notions-là que tu as aujourd'hui? Donc de levée de fonds, d'investissement, de crypto, etc. Alors, je dirais pas que ma famille a une grosse éducation financière. Je suis pas d'une famille de banquiers en tout cas. Mon père est pas mauvais avec ça, mais ma mère, par exemple, elle s'est jamais trop intéressée à ça. Et puis du coup, bah, pareil, je l'aide pas mal là-dessus. Mais j'ai pas eu de banquier dans ma famille en tout cas. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme j'ai toujours été très curieux et passionné justement d'histoire et de géopolitique, en fait, la finance découle de l'histoire et de la géopolitique, puisque la finance, c'est la gestion des ressources au final, c'est la gestion économique des ressources. Donc très tôt, en fait, je me suis intéressé à ça, donc j'ai forgé tout seul mon éducation financière. Évidemment que j'ai eu des bases en cours aussi, hein. J'ai fait un bac S, après j'ai été en affaires internationales, mais je trouve que c'est pas ça qui m'a le plus appris, en réalité. Ça a plus été le fait d'être curieux, de poser des questions aux gens, d'aller chercher de l'information, justement, que ce soit sur Internet, que ce soit dans des salons. Et tout ça, en fait, c'est une construction, je pense, qui est importante et que n'importe qui peut se donner, en fait. Il y a pas réellement surtout avec Internet maintenant, il n'y a pas réellement de barrière pour s'éduquer financièrement. Et c'est très important de le faire et de comprendre. Les gens ont trop tendance, justement, à déléguer leurs finances à des organes, à des entités, que ce soit les assurances, que ce soit les banques. Alors qu'en réalité, vous avez un potentiel bien plus important déjà d'avoir un meilleur statut de vie et de mieux gagner votre vie aussi en vous éduquant financièrement, ça c'est sûr. Carrément, ça tu fais très très bien de rappeler, c'est que tout le monde aujourd'hui veut déléguer pour ne plus avoir à ne rien faire, comme le choix de la facilité. Je pense que le choix de la facilité, c'est pas forcément le choix qui rapporte le plus, en tout cas sur le long terme. Et ça, tu fais très très bien de le rappeler. Nous, on cesse de le répéter, en tout cas autour de nous, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent venir et te dire, tiens, prends mon argent et fais-en ce que tu veux et donne-moi du rendement. Ah oui, ok, si tu veux, tu vois. Mais bah, après, si t'as pas connaissance et conscience de tout ça, bah, déjà, on peut se foutre de ta gueule, on peut te dire n'importe quoi, on peut te faire croire n'importe quoi. Il y a des gens qui se font, je pense qu'on a vu des centaines et des milliers qui se font scam aussi. Exactement. Énormément. Énormément, bah, par manque de connaissances et par souci d'aller toujours vers la facilité et vers la solution miracle qui n'existe pas. Exactement. Cette solution miracle, je pense que tu as dû en voir plein des solutions miracles sur tes années. Des tonnes, des tonnes. Et surtout, bah, comme tu dis, en fait, je pense pas que tout le monde, réellement, il y a des gens vraiment, c'est comme, je sais pas, il y a des gens qui détestent le sport. Je pense qu'il y a des gens qui, quand même, n'ont pas d'aptitude du tout pour la finance. Et dans ce cas, ils peuvent s'entourer de personnes qui peuvent les aider. Mais la majorité des gens, justement, et pareil, peuvent se former de manière assez simple, même si c'est pas poussé. Il y a des bases très très simples à connaître que je pense 99% des gens peuvent comprendre. 100%. Et ces bases-là, elles sont nécessaires dans le monde dans lequel on vit. Et bah après, si on a vraiment une appétence pour ça, on peut faire grossir sa base de connaissances et aller dans des choses un peu plus profondes. Mais oui, pour résumer, la base de connaissances, je pense que tout le monde devrait l'avoir, quoi. Tout le monde devrait l'avoir. Et c'est pas ce qu'on apprend à l'école d'ailleurs, on n'a jamais appris ça en cours. C'est dommage. C'est très dommage. Hein. Ça serait bien de faire des cours là-dessus en école, ça serait vraiment intéressant. Je pense que... Après, c'est vrai qu'on a des cours qui sont très. Moi, je me souviens des cours d'économie, même qu'on avait quand on était au collège. C'est très théorique et on nous apprend pas réellement la gestion, on nous apprend pas réellement à quoi ça sert, parce qu'on nous fait un peu d'éco tous. Si on va au collège, qu'on est scolarisé, on nous fait faire un peu d'éco. Mais on nous apprend pas à quoi ça sert. On nous apprend pas justement ce côté finance, genre comment je peux prospérer en maîtrisant mes actifs, en maîtrisant encore une fois mes ressources, parce que ça revient à ça. Tu te souviens de tes cours d'éco? Franchement, non. Même moi. Mais c'est que j'essaie de penser depuis tout à l'heure. J'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'ai pu apprendre à ce moment-là. Je sais que c'était quelque chose qui m'intéressait quand j'étais en seconde, parce que moi j'ai fait bac S comme toi, et t'as bac S, ES à l'époque.
Ça a changé maintenant, Oui, c'est plus comme avant. on est des bouts. Ouais, on va dire ça. Et ouais, il y avait cette base économie, il y avait un cours qu'on avait Ouais, je me mais je souviens. me rappelle, je sais qu'on avait parlé de Nike, c'est tout ce qui me vient. Oui, Mais alors, je sais quelques cas plus. d'usage, ouais. Ouais. Franchement, non, je m'en souviens pas trop Et trop. c'est dingue, hein, qu'on ne parle pas de l'argent, justement, comment fonctionne l'argent, l'économie, les règles du jeu un petit peu cachées de ce monde. C'est quand même dingue, hein, qu'on n'en parle pas. Moi, je vais essayer de m'en rappeler maintenant. Après, c'est peut-être aussi parce que On veut pas. ouais. Ça, c'est très bien ce que Parce tu que après, il y a aussi justement le fait que il y a une certaine élite financière qui a pas forcément envie que toute la masse utile s'éduque sur ces notions-là. Ouais. Alors que oui, à contrario, elle devrait le faire. 100%, t'as 100% raison. Plus les gens sont pauvres, plus on les abrutit et mieux c'est pour contrôler. Bah, plus ils sont manipulables. Ouais, facilement. C'est ça. Incroyable. C'est comme si je peux citer un exemple là-dessus. Vraiment, il y a quand même des outils maintenant vers Internet, ne serait-ce que, bon, c'est une plateforme centralisée, la journalistique américaine, mais YouTube, toutes les autres plateformes justement où on peut regarder du contenu. Et on n'est pas obligé de s'abrutir devant une télé ou des réseaux sociaux. On peut se former aussi sans lire d'énormes bouquins en utilisant justement les outils technologiques qu'on a à portée de main. Et ça, c'est un conseil aussi. Ça coûte rien de regarder même 15 minutes par jour des podcasts, des chaînes YouTube, des contenus de qualité en fait. C'est vrai. Totalement. Ça, tu fais très bien de le dire. C'est une habitude à prendre. En tout cas, il faut l'implémenter. Au début, ça peut paraître un peu chiant. C'est comme tout, c'est comme le sport. Voilà. Faire un petit peu de sport, ça fait de mal à personne et ça aide à être en bonne santé. Exactement. C'est pareil. T'as 100% raison. Une chose aussi, sur tes finances aujourd'hui, plus personnelles, comment tu gères tes finances? Comment tu te structures chaque mois? Tu investis tous les mois? Comment tu fonctionnes par rapport à ça? Alors, c'est assez volatile dans le sens où, en fait, j'aime bien déjà trouver des opportunités. Et quand j'ai des opportunités, j'investis dessus. Et surtout, je crois que j'ai dit tout à l'heure, mais je prends mes profits pour l'injecter dans mes projets. Ok. C'est ma stratégie d'investissement à moi. C'est vraiment ce que j'aime faire parce que je trouve pas ça utile d'accumuler des actifs justement sans rien en faire parce que le but d'avoir des finances saines justement c'est de vivre quelque part. Bien sûr. C'est justement de pouvoir voyager, de pouvoir investir dans une maison par exemple, dans de la pierre, dans des choses concrètes et améliorer son confort de vie. Donc l'argent c'est un outil en fait. Les actifs, moi je les vois comme des outils. Donc c'est des actifs, c'est des outils que j'utilise pour avancer dans ma vie, pour prospérer. Ok. Mais c'est pas eux qui me. Enfin, je sais pas si j'ai été clair. Si, totalement clair. En même temps, c'est totalement logique. Quand tu investis, justement, c'est pour générer plus de cash, plus de valeur, en tout cas, à ce que tu as mis initialement. Mais c'est pas dans l'objectif de le laisser jusqu'à l'infini et au-delà. Donc, à un moment donné, il faut savoir sortir cash out pour pouvoir l'utiliser et continuer ta vie au quotidien, l'améliorer, etc. Comment tu fais pour repérer une bonne opportunité et pour l'analyser? C'est quoi les pistes qui te mettent sur ça? Enfin, quelles sont les pistes que tu regardais? Alors là, on part plus sur le côté, pour le coup, on revient sur le côté projet. Okay. Sur la manière dont on étudie un projet. C'est-à-dire qu'un projet, il a 14 composantes, il a plusieurs composantes. Et toutes ces composantes, il faut les analyser. Que ce soit justement la proposition de valeur unique, qui est la première étape, que ce soit l'étude de marché, qui est la deuxième étape, son business plan, toute la documentation liée au projet, le cadre légal, c'est-à-dire est-ce que ce projet est structuré légalement, est-ce que c'est pas un scam, justement, est-ce que c'est pas un Ponzi, tout le côté justement marketing, communication, et ça va peut-être aussi la team, les talents de la team. Est-ce que justement il est bien administré, est-ce qu'il est bien enregistré dans un pays avec justement des conditions comment on dit, pas des RGPD mais c'est réglementation. Ouais, pas les réglementations, j'ai perdu les conditions légales. Okay. On est obligé d'avoir des conditions légales sur un site internet, par exemple. CGU, CGV, tout ça. Voilà, exact, c'est ça que je cherchais, exactement. Et puis aussi, pareil, qui a financé le projet? Est-ce qu'il y a déjà eu de l'investissement? Est-ce qu'il y a déjà eu des rentes? Et puis surtout, après, pareil, la vision future qu'il y a autour du projet. Est-ce que le projet, il est crédible, tangible? Est-ce que ce projet, il peut se donner de la visibilité dans des événements internationaux? Et il y a en fait toutes ces composantes-là, il faut les analyser. Et après, on va déceler justement un bon investissement ou en tout cas des secteurs de marché qui vont être des bons investissements. Parce que je prends un exemple. Si on repère justement une entreprise qui a explosé dans un secteur, on peut prendre, je sais pas moi, Microsoft au début. C'était très logique si on analysait Google, que Google allait exploser. Donc là-dessus, c'est toujours pareil. C'est quand on repère un marché, un néo-marché qui va être intéressant ou qui a déjà eu un succès,
bah, faut se dire que les autres risquent aussi d'exploser. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec les blockchains, hein, si jamais. Enfin, si on faisait ce travail de recherche sur les blockchains, toutes les blockchains ont explosé en soi. Enfin, toutes celles qui n'étaient pas justement scammy dès le départ, mais les premières, celles qui avaient une réelle valeur, les premiers qui sont rentrés sur le jeu, que ce soit Bitcoin, Chainlink, XRP, Polkadot, Cardano, tous. Enfin, il y en a eu très peu. Il y en a une qui a vraiment pas marché, c'était EOS. C'était un gros scandale. Mais très gros. Sinon, les blockchains vraiment qui avaient été found par des grosses teams bien solides, c'est rare que ça ait pas marché quand même. Ouais. Je parle vraiment des blockchains, je parle pas des projets qui sont des blockchains. Oui. Les blockchains en elles-mêmes. Ah oui, parce que c'est l'infrastructure. C'est l'infrastructure, évidemment. Bien sûr. EOS, je reviens dessus. Tu connais l'histoire, tu saurais en parler, enfin l'expliquer d'ailleurs pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que EOS, pour rappel, si je me souviens bien, et arrête-moi si je me trompe, ça a été le projet qui a le plus, c'est celui qui a fait la plus grosse levée de fonds, la plus grosse ICO, je crois jusqu'à peut-être même maintenant. On parle de je ne sais combien de milliards, hein, ça a été en milliards. Et c'est vrai que ça a été un flop complet. Pourquoi tu te rappelles du projet ou pas du tout? Il y a deux versions. Ouais. Alors, parce qu'en fait, j'ai rencontré Brock Pierce justement, qui était sur un bateau à Dubaï avec l'ex-CEO de Dubaï, avec les CEO de BlackRock justement. Ok. Et en fait, il y a justement des gens qui disent que ça a vraiment été dû à une défaillance technique. Ok. Qu'en gros, il y a une backdoor dans le projet. Et il y a des gens qui disent que c'est juste BlackRock qui a torpillé le projet. Ah ouais. Ouais. Ok. Bah, pareil. Voilà. C'est ce qu'on dit quoi. Bah après, pareil. C'est quand même dingue. Ah non, mais c'est dingue, mais le pire, c'est que Brock Pierce, c'est un pionnier dans les blockchains et qu'il a relancé après des projets. Okay. C'est un des fondateurs de aussi jamais Brock Pierce. Okay. Mais du coup, la chose étant, c'est que pareil, c'est toujours. En fait, il y a un de mes advisors qui m'a dit ça une fois, et justement, on l'a jamais fait, je tiens à préciser, mais qui m'a dit quand si tu es sur un néo-marché qui n'est pas régulé et que personne n'y comprend rien, prends la thune et casse-toi. Ouais. Malheureusement. Bah oui, c'est ce qui s'est d'ailleurs beaucoup passé. Hein. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs beaucoup passé, mais là, sur un projet d'une telle ampleur, on peut se demander justement qui a pris la thune et pourquoi. Oui, parce qu'on parle en milliards. Et c'est vrai que de mettre autant d'argent, c'est super, hein, la phrase que tu viens de dire, elle est incroyable, celle qu'on t'a rapportée, parce que en vrai, quand tu y penses, c'est tellement facile de succomber, de se laisser avoir par le démon, quoi. T'es là, t'es devant, t'as réussi à lever je ne sais combien de milliards. Toi, ton objectif, quand tu fais un projet, alors c'est soit d'innover et d'apporter quelque chose de nouveau au monde, soit de faire des boîtes et de les valoriser à un max pour ensuite les revendre et faire un maximum d'oseille. Donc si déjà t'es de base, pour cet aspect-là, l'aspect argent, t'arrives, tu lèves je ne sais combien de milliards, tu vois que tu peux directement sortir sans passer, faire des mois et des années de boulot. Mais en fait, tu fais ça et si personne n'y comprend rien en plus, c'est genre jackpot, quoi. Exactement. C'est un braquage, en fait. C'est un braquage. Un néo-braquage. Voilà, exactement. Exactement, c'est ça. C'est incroyable. Et après, reste à savoir, justement, pareil, quelles étaient les causes de ce braquage, qui a utilisé cet argent, pourquoi. Ça se trouve, c'était pour une noble cause, même si ça m'étonnerait. Peut-être. On sait jamais. Hein. On sait jamais. Incroyable. Arnaud, est-ce que tu as quelque chose, toi, à ajouter, un sujet que tu aimerais évoquer de ton côté, quelque chose que tu aimerais parler, que ce soit dans l'investissement, des questions financières ou même dans tes projets futurs? Alors, pas forcément. J'ai pas de. Franchement, tu m'as déjà fait faire un gros tour là. On a déjà parlé de pas mal de choses. Non, je pourrais rajouter que justement, faut pas hésiter à être créatif, à innover, à s'éduquer dans tous les domaines et surtout, comprendre qu'on est dans un monde qui est en pleine transition. Justement, cette transition digitale et que notre credo un petit peu, c'est que on disait qu'il faut utiliser ces technologies-là. Donc les 3 technologies dont on a parlé majoritairement, mais même toutes les autres technologies qui pourraient arriver pour nous. C'est-à-dire pour nous, les êtres humains, les retail. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, ça peut augmenter drastiquement le confort de vie. Je ne parle pas que d'investissement. Je parle de savoir réutiliser des outils et aussi comprendre quel est l'intérêt de ces outils. Et ça, c'est pour moi le plus important. Et les gens, faut pas que non plus les gens s'abrutissent, par exemple, avec des modèles comme ChatGPT, mais qui comprennent comment ça fonctionne, pourquoi ça a été créé et comment ils peuvent utiliser ces outils pour augmenter leur productivité. Parce que dans tous les cas, s'ils le font pas, ils vont rester sur le carreau, tout simplement, que ce soit au niveau des blockchains, des IA ou même de la réalité augmentée, parce qu'il y a des grosses compagnies
qui vont le faire et qui vont servir les gens qui n'auront pas compris comment ça marche. Voilà, c'est un peu mon avis là-dessus. Je rejoins totalement ton avis et j'en parlais en plus hier encore avec une personne à table. Très honnêtement, hein, j'étais avec cette personne-là et je lui dis mais l'outil on te le donne, mais c'est pas juste pour lui poser des questions bêtes, mais c'est pour aller chercher et approfondir encore plus loin pour que tu ailles beaucoup plus vite dans ce que tu as envie de faire. Au contraire, c'est pas une question d'être plus bête ou de laisser une machine faire à sa place. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut voir la chose différemment. Exact. Et ce que tu dis, c'est très très bien. Je rejoins totalement ta vision des choses. Arnaud, avant de se quitter et de clôturer ce podcast, quelle a été la chose la plus smart que tu as pu avoir, la décision la plus smart que tu as pu faire ou avoir durant tout ton parcours, durant toute ta vie? Celle qui a potentiellement même changé complètement ta vision des choses. C'est intéressant. Je sais pas, il y a plusieurs choses, mais je dirais sortir déjà de ma zone de confort, sortir des sentiers battus et bêtement aussi aller étudier justement à Genève et dans un écosystème où j'ai pu côtoyer des gens qui étaient justement dans la finance à un très haut niveau et où j'ai pu apprendre plein de choses. Et puis surtout, en fait, je pense lancer ma boîte en vrai. Ok. Si je dois finir, parce que c'est quelque part, ça réunit toutes les compétences que j'avais acquises au terme des années. Et puis, c'est une aventure humaine, c'est un truc où on rencontre plein de gens, on avance. Et puis, pour moi, tout ce dont on a discuté là, c'est que le tout début, en fait. Trop bien. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup Arnaud en tout cas pour ta présence. Merci de nous avoir partagé tout ça. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode du Smart Talks. N'hésitez pas à vous abonner pour rester à l'affût du prochain épisode, de notre prochain invité. Encore une fois Arnaud, merci beaucoup. Merci On se dit à à toi. très bientôt. Merci à toi.